on ne cesse d'en parler, 1 million d'espèces végétales et animales seraient aujourd'hui menacées d'extinction. La perte de la biodiversité qui en résulte a entre autres de graves conséquences sur la production des écosystèmes et des terres agricoles. Les entreprises peuvent agir pour limiter leur impact, voire plus, on va dire même l'inverser, on peut dire. Le génie écologique est défini comme l'ensemble des activités d'études et de suivi, de maîtrise d'œuvre et de travaux favorisant la résilience des écosystèmes et s'appuie sur les principes de l'ingénierie écologique. Je ne vais pas rentrer trop en détail pour expliquer le génie écologique puisqu'on va en parler plus longuement dans un instant. La question de cet atelier, c'est comment les aménagements écologiques contribuent à l'aménagement du territoire et comment les entreprises de TP y participent. On va le voir à travers un décryptage des marchés, aussi des témoignages d'acteurs. Et pour en parler, j'invite messieurs Mathieu Delabie, Stéphane Rabier et Hervé Chevalier à me rejoindre. Je vous en prie messieurs, venez me rejoindre. Ah bah c'est bien, on nous a enlevé une chaise. Vous pouvez vous rapporter une chaise s'il vous plaît? Voilà, on m'a dit en coulisses, il y a 3 intervenants, mais vous ne m'oubliez pas. Parfait. On va vous en donner une autre. Prenez de l'espace, comme vous avez un micro, voilà, parfait. J'en profite aussi pour dire, si certaines personnes nous ont rejoints aussi, si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez aller sur le Wi-Fi qui est public et pas public, comme j'avais dit, parce qu'on m'a donné le mauvais mot quand j'ai affiché, je ne comprenais pas. Public FNTP avec le tiré du 8 entre les deux, si vraiment vous avez des problèmes de connexion, notamment pour BWI et pour poser vos questions. Voilà, parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Stéphane Rabier, donc, de l'entreprise Chaugneau, qui va témoigner tout à l'heure, dans un instant aussi, de ce qu'il met en place, on va dire. Mathieu Delabie, merci d'être avec nous, donc, qui est adjoint au chef du service mobilisation et accompagnement des entreprises et des territoires à l'Office français de la biodiversité. Oui, c'est un peu long comme titre. C'est pas facile la carte de visite, je pense. Vous allez nous en dire plus sur le centre de ressources génie écologique, puisque l'objet aussi de cet atelier, c'est de vous apporter des solutions et que vous puissiez vous informer autant que possible. Et ce n'est pas qu'un portail de connaissances, ça vous allez bien nous l'expliquer. Et puis également, et on est ravis de l'accueillir, Hervé Chevalier, donc, qui est responsable intelligence marché au sein de Vecteur Plus. Vous avez fait une étude exclusive pour ce forum, attention, que vous allez nous dévoiler tout à l'heure sur les marchés. Terminé hier soir à 23h. Donc vous avez terminé hier soir à 23h. Parfait. Alors, première séquence, ce que je disais, centre de ressources génie écologique avec vous, Mathieu Delabie, pour nous en dire plus. Donc, c'est l'OFB, évidemment, qui pilote ce centre de ressources. Vous avez une zapette, je tiens à le préciser, si vous avez des choses à diffuser, comme ça, c'est plus simple que ce soit vous-même qui les diffusiez, pour nous dire déjà, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'OFB, l'Office français de la biodiversité? Donc, l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui reste jeune, puisqu'il a été créé en 2020. Il a 2 ans. C'est son premier contrat d'objectif signé récemment. L'OFB, c'est 2800 agents, avec des missions qui sont portées par l'État, que vous connaissez tous, la police, la connaissance. Et l'innovation dans la création de l'OFB, c'est la création d'une direction qui s'appelle la Direction générale de la mobilisation. Mobiliser, c'est investir et travailler avec les acteurs, les territoires, les collectivités et les entreprises, pour permettre à chacun d'agir en faveur de la biodiversité. Donc c'est une nouvelle approche, c'est de se dire qu'on n'y arrivera pas seul et qu'il faut accompagner, insuffler et valoriser tous les acteurs qui agissent. Pour ce faire, l'OFB a plusieurs outils, dont le fameux centre de ressources génie écologique. Et donc les outils, ils sont nombreux. Et ces outils, il faut absolument que vous vous en saisissiez pour vous permettre de trouver des clés et des exemples d'inspiration pour agir en faveur de la biodiversité. Donc dans ces outils, on a les centres de ressources. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du centre de ressources génie écologique, mais on a une dizaine ou une quinzaine de centres de ressources et on va encore élargir les centres de ressources. Il y en a un prochain qui va arriver sur les énergies renouvelables. L'idée, c'est de mettre en relation tous les acteurs qui travaillent à l'échelle nationale sur une thématique, de valoriser les expériences inspirantes, les solutions techniques ou juridiques innovantes qui ont été trouvées et de permettre à chacun de les dupliquer, de les répliquer dans les territoires. Et donc, vous avez là une slide qui explique aussi ce qu'est le génie écologique. C'est ce que Voilà. je disais un peu en introduction. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, puisque vous allez en parler. Stéphane Rabier aussi va commenter de son point de vue ce qu'est le génie écologique. Mais allez-y. Pour nous, le génie écologique, c'est l'intelligence qui va permettre un usage successif des sols en maintenant les capacités de la résilience des sols et des écosystèmes. Il faut penser le génie écologique comme
l'outil d'interprétation de la destinée des territoires et des écosystèmes. Aujourd'hui, on est dans des territoires qui vont devoir s'adapter. Le changement climatique montre des mutations très fortes sur les littoraux, en montagne. On a des espaces aménagés qui vont devoir être reconquis. Et le génie écologique, c'est l'outil qui va permettre de recréer, de maintenir la biodiversité. Donc c'est vraiment à apprendre au sens noble du terme. C'est pour moi un travail le génie écologique intervient au niveau de la planification de l'occupation des sols. Et aujourd'hui, on voit des décisions de tribunaux administratifs qui retoquent des documents d'urbanisme pour la non prise en compte d'un certain nombre de sujets liés aux écosystèmes, au maintien des équilibres. Donc le génie écologique, c'est à la fois une vision macro, une vision chantier, mais c'est quelque chose qui est très très essentiel pour maintenir cette capacité à régénérer les sols, à remaintenir les équilibres de biodiversité dont on dépend tous. Ce qu'on entend par génie écologique, c'est un peu maintenir les équilibres qu'on ne perçoit pas. Aujourd'hui, les fonctionnalités, les externalités positives fournies par les écosystèmes, elles ne sont pas quantifiées, ne sont pas quantifiables, sont peu mesurables, mais il faut absolument les avoir en tête parce que plus on les altère, moins on crée la résilience et moins on maintient des écosystèmes dont on a tous besoin. Donc je vois que vous êtes passionné, mais vous savez, j'ai un timing monstrueux à respecter. Alors, la slide vous donne un peu la pluridisciplinarité, qu'est-ce qu'il faut entendre en termes de génie écologique. Donc voilà, le centre de ressources, c'est la mise en relation de tous les acteurs, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises, les opérateurs privés, les gens qui pilotent les chantiers, les gens qui les conçoivent, les gens qui les réceptionnent et les gens qui les évaluent a posteriori. Vous connaissez tous la séquence ERC, donc c'est très quelque chose que vous connaissez bien. Éviter, réduire, compenser. Voilà, Il vaut mieux le redire, on ne sait jamais. Éviter, réduire, compenser. faut toujours éduquer. Le génie écologique, on le retrouve dans pas mal de politiques publiques, le zéro artificialisation nette, les solutions fondées sur la nature. Voilà, donc le centre de ressources a vocation à mettre en scène et à mettre en connexion tous les acteurs concernés. Mais c'est ce que je dis, c'est pas qu'un portail de connaissances. C'est pas qu'un portail L'idée, de c'est connaissances. de mobiliser les acteurs. D'ailleurs, l'OFB veut mobiliser les entreprises ou piloter plein de choses autour de ces enjeux-là. Ouais. Comment l'OFB agit avec les entreprises pour les mobiliser? Donc, on fournit des outils, on finance des actions. Parmi les actions, vous connaissez forcément, il y a les atlas de la biodiversité communale. On a ensuite des systèmes de reconnaissance des engagés pour la nature, donc les fameux territoires engagés pour la nature qui sont des collectivités qui mettent en place des plans d'action en faveur de la biodiversité. On a les partenaires engagés pour la nature qui s'adressent aux fédérations d'entreprises. On a les entreprises engagées pour la nature. Aujourd'hui, après 2 ans de lancement d'un certain nombre de ces programmes, on a un peu 500 engagés sur l'ensemble du territoire. Ça recouvre un certain nombre d'habitants, des surfaces. Donc on est très confiant dans la capacité à accompagner ces acteurs. Et finalement, devenir engagé pour la nature, c'est être reconnu pour le plan d'action qu'on a mis en œuvre. Donc ce n'est pas un label, c'est un travail qui engage et qui fait l'objet d'une reconnaissance. Ça permet de rentrer dans des communautés d'acteurs. Donc si vous cherchez des territoires qui s'engagent, qui potentiellement vont être intéressés par des solutions fondées sur la nature, par du génie écologique, vous avez une cartographie qui vous donne accès à ces territoires. Si vous cherchez des carnets d'adresses d'entreprises qui ont déjà mobilisé des plans d'action avec des compétences qui vous concernent, vous pouvez les rencontrer au travers de ça. Et il y a une mise en partage de toutes les expériences mises en œuvre à différentes échelles et sur l'ensemble du territoire. Donc les centres de ressources sont non pas des outils de diffusion d'informations, ce sont des outils de mise en relation de communautés d'acteurs. Donc les adhésions aux lettres d'information, allez-y, rentrer dans un centre de ressources, c'est gratuit. Donc vous pouvez bénéficier de tous ces portages, de tous ces portails gratuitement. Les gens qui sont dans les centres de ressources sont des acteurs. La FNTP dans le centre de ressources, c'est coporté par l'OFB, mais par tous les acteurs des filières professionnelles. Donc on est dans la co-création des centres de ressources et leurs évolutions, on les pense et on les construit ensemble. Donc ce n'est pas un outil statique, c'est un outil dynamique qui a vocation à évoluer et à s'élargir et à s'intensifier en termes de réponse aux questions qui sont les vôtres. L'idée, c'est de favoriser l'action, penser les contraintes, réfléchir à des échelles de filière, sur des évolutions réglementaires, sur des sujets techniques. Voilà, mais c'est vraiment un outil de dialogue. Donc je vous invite à regarder tout ça et à regarder les différents centres de ressources de l'OFB. Ils sont nombreux. Voilà.
Je vais Tout est vraiment sur devoir site vous internet. interrompre. Parce que Et n'hésitez pour pas à nous enchaîner, contacter. Voilà, en tout cas, c'était important, puisqu'on est là, comme je disais, pour apporter des solutions, d'avoir présenté ce centre de ressources génie écologique. Dans un instant, je passerai la parole à Stéphane Rabier, donc dirigeant de Chaugnot, pour nous en dire plus, notamment sur la définition opérationnelle du génie écologique, puisqu'on est là aussi pour être concret. Mais rien de mieux aussi que des images quand on parle aussi de ce sujet-là. Et on a envie de mettre en avant la renaissance de la Bièvre, qui est un projet de réaménagement majeur au profit du retour de la nature en ville, avec plusieurs objectifs fixés: réintroduire et préserver la nature en ville, créer des îlots de fraîcheur, on sait à quel point c'est un enjeu, et notamment avec le dérèglement climatique, favoriser le développement de la biodiversité, protéger l'environnement, offrir aussi à la population un espace de détente en zone urbaine. C'est ce qu'on va découvrir à présent en images. Je vous invite à découvrir la vidéo. Reconquérir un milieu naturel, reconnecter l'homme avec l'environnement dans un espace à forte densité urbaine. Un défi technique mais également écologique auquel répondent les acteurs des travaux publics. Dans le Val-de-Marne, voici l'histoire de la Bièvre, une rivière affluent de la Seine partiellement recouverte au début du XXe siècle et enfouie jusque-là sous une dalle en béton. La rivière était une canalisation, elle était oubliée sous terre. Et le défi, c'est de la faire renaître, la faire réouvrir, et donc non seulement l'eau, mais aussi tout son milieu naturel et écologique. Benoît Kaiser dirige le projet pour le conseil départemental du Val-de-Marne. 600 mètres dans le parc du Coteau, premier volet de cette renaissance. Le lit de la rivière a été creusé, les berges aménagées et végétalisées. Un chantier qui doit absolument s'intégrer au tissu urbain et créer une cohabitation harmonieuse. En plus, ce parc traversé par une rivière amène aussi un agrément supplémentaire pour les riverains. Nous redonnons un sens au mot riverain. Un riverain, ça peut être dans une rue, mais là, c'est riverain d'une rive, d'une rivière oubliée. Et donc, le sens géographique et historique, les habitants vont redécouvrir leur vallée, la géographie et l'histoire de leur vallée. Ce projet se doit de répondre à ses propres enjeux et implique des compétences de travaux publics à vocation écologique. Un chantier novateur, avec un fort impact environnemental sur le long terme. C'est aussi le terrain de défi de génie civil exceptionnel pour bâtir un projet écologique cohérent en pleine ville. Une opportunité également de confirmer l'expertise et réaffirmer la place des travaux publics dans cette nouvelle donne environnementale. À travers ce genre de chantier, on voit bien que les entreprises qui ont souvent une image de applicateurs de bitume, créateurs de routes ou de zones de nuisance, en fait, peuvent permettre de recréer des espaces naturels en pleine ville. Demeure la haute technicité imposée par un tel projet. En raison de la proximité des riverains et des habitations, les défis étaient nombreux, à commencer par les impératifs écologiques. Éviter des pollutions accidentelles, éviter trop de nuisances, trier les matériaux, essayer de mettre plutôt des matériaux de recyclage, mais avec une vision quand même que, en l'occurrence dans le cadre de la Bièvre, on va recréer un milieu naturel, donc ne pas avoir des matériaux qui pourraient venir polluer la future rivière. Sans oublier les contraintes liées à l'environnement même du lieu et le risque de fragiliser la stabilité des sols et des ouvrages environnants. Mais il a fallu aller bien au-delà pour demeurer fidèle à la rivière originelle. La deuxième contrainte qu'on a eue, c'était qu'il fallait essayer de recréer un lit de rivière qui ressemble plus à une rivière qui est là, existante naturellement, tout en essayant de les mettre d'une façon à respecter une pente d'écoulement naturelle, comme toute rivière classique. La Bièvre devrait couler à nouveau début 2022. Mais très vite, on aura une reconquête du milieu naturel qui va se traduire par des poissons qui vont revenir, par des insectes, par une flore aussi qui sera plantée, mais qui reviendra aussi de manière spontanée, et ça sera vraiment une végétation et des animaux spécifiques des cours d'eau qui vont revenir dans ce milieu, dans ces 600 mètres de réouverture. Jusqu'en 1897, la Bièvre se jetait aussi dans la Seine à Paris, à côté du pont d'Austerlitz. Un projet pour faire renaître l'ancienne rivière dans la capitale sur une petite partie de son tracé est à l'étude. Bien.
Rien de tel que de voir de la nature aussi, parce que là on est dans un endroit, on va dire, très minéral. Et quand on parle de sujet de génie écologique, autant en voir la problématique, si je puis dire. Alors Stéphane Rabier, je vous passe la parole, un dirigeant de Chaugneau. C'est une entreprise, on va dire, qui fait ça depuis très longtemps, j'allais dire, le génie écologique. Hein. Oui, alors l'entreprise est effectivement plutôt ancienne, Ouais. puisqu'elle date de 1929. Ouais. Bon, j'étais pas à la création, Je bien ne pense évidemment. pas. C'est une société qui a toujours travaillé en fait dans les milieux naturels et dans les milieux aquatiques. Et qui s'est adaptée bien sûr au fur et à mesure des années pour suivre les demandes des clients. Il est évident que les travaux qui étaient demandés à l'entreprise en 1940 ou 1950 ne sont pas ceux qu'on demande aujourd'hui dans ces milieux naturels. Alors un mot du génie écologique pour vous. Vous dites qu'il s'agit de travailler sur le vivant, c'est ça? Alors, C'est comme ça que vous le définissez. c'est plus que ça en fait. Ouais. Pour moi, la définition Alors, en quelques mots. Hein. dans les travaux que l'entreprise fait et réalise, tous les travaux ne sont pas du génie écologique. Le génie écologique, c'est vraiment une destination des travaux qui est de favoriser la résilience du milieu naturel, de l'écosystème. Et donc, ça veut dire qu'on va intervenir pour le bien commun en fait de tout le monde, puisque l'objet des travaux, c'est de faire que la nature reprenne ses droits au plus vite, entre guillemets, de lui donner un coup de pouce, et de permettre derrière que ça soit bénéfique pour la biodiversité et donc pour l'humanité au sens large. Et donc vous êtes finalement des artisans de la biodiversité dont on parle beaucoup et évidemment Alors, tout à fait. Après, nous on est une PME, hein, on est 25 personnes dans l'entreprise, mais spécialisées exclusivement sur ces métiers-là. Parce que c'est un vrai métier de spécialité, au même titre que vous allez croiser d'autres entreprises ici qui font du génie civil, qui font de la route, qui font des canalisations, qui font du réseau électrique. Le génie écologique devient une vraie spécialité aujourd'hui. Donc un métier avec des compétences, il a besoin de compétences techniques, de savoir-faire aussi en la matière. De compétences techniques, de savoir-faire spécifiques, même si ça croise des compétences qu'on a dans d'autres sociétés de travaux publics, mais qu'on a aussi dans le monde du paysagisme, qu'on a aussi dans les sociétés de forestières. Tout ça permet d'avoir des compétences communes, mais en prenant toujours en compte cette notion de travailler pour le vivant, pour lui permettre d'avoir une meilleure résilience. Et donc des entreprises reconnues par une IP, identification professionnelle. Alors oui, c'est des choses maintenant, mais pas que. Donc côté Fédération des travaux publics, effectivement, il y a eu maintenant l'apparition d'IP spécifiques, ce qui confirme ce que je disais, que ça devient bien une spécialité. Mais il n'y a pas que les travaux publics qui travaillent là-dessus. Nous, on a une démarche, par exemple, d'engager avec Calister, qui va permettre de reconnaître cette démarche de génie écologique au-delà de simplement la Fédération des travaux publics. Oui, parce que voilà, il y a vraiment une spécificité. On peut dire toute entreprise n'est pas nécessairement apte à faire ce que vous faites et à faire ce type de travaux, que ça soit très clair. Bien sûr. Quand on nous contacte pour certains travaux, on dit ça, c'est pas de notre ressort. Oui, bien sûr. Certes, on est référencé travaux publics, mais quand des gens nous appellent en disant j'ai besoin de refaire mon allée chez moi pour accéder à ma voiture, à ma maison. Très bien, monsieur, mais on n'est pas la bonne entreprise, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a besoin de matériel adapté, justement, j'imagine? Alors oui, bien sûr. Alors particulièrement parce que nous, on travaille les milieux aquatiques. Donc qui dit présence d'eau, dit terrain souvent plus mou que la moyenne et moins important. Donc on est obligé d'adapter le matériel, à la fois en termes de spécificité technique, mais même en termes de fluide utilisé par la machine, puisque il faut être cohérent avec le milieu dans lequel on travaille. Donc au-delà de prévenir les pollutions, comme c'était évoqué dans la vidéo, nous, toute l'entreprise, travaille entièrement avec des fluides biodégradables. Donc tout ce qui est huile et graisse, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro impact si jamais il y avait une grosse fuite, mais elle disparaîtra au lieu de rester pérenne en termes de pollution. Alors on va parler un peu plus du marché dans un instant. Ça intéresse de plus en plus d'entreprises. Est-ce qu'il y a justement, à vos yeux, les compétences disponibles où il va falloir recruter toujours plus? Il va falloir recruter. Alors je pense que l'étude montrera que le marché est en croissance, donc forcément c'est un métier plutôt d'avenir, on va dire. C'est une filière quand même qui se structure aujourd'hui et on voit apparaître maintenant des formations spécifiques liées au génie écologique. La dernière en date qui a été créée et validée par l'éducation nationale concerne le titre d'ouvrier en génie écologique. Jusqu'à maintenant, quand on recrutait des gens sur nos métiers, on allait les chercher dans d'autres métiers et on les formait en interne pour leur expliquer la spécificité de nos travaux. Maintenant, on va commencer à avoir des jeunes qui vont arriver formés directement sur cette spécialité-là.
Alors justement, je vais passer la parole à Hervé Chevalier. J'en profite pour vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaye de prendre le maximum de questions. On est évidemment un peu contraint par le temps, mais je les prendrai évidemment juste après l'intervention d'Hervé Chevalier de Vecteur Plus. On a donc vu, puisqu'on parle d'aménagement écologique, on a parlé de savoir-faire. On va parler de marché maintenant avec vous, avec cette étude exclusive donc, que vous avez faite pour le forum FNTP qui est disponible. Il y a un livre blanc aussi qui est diffusé, c'est ça aussi? C'est ça, en fait, exclusivement pour le forum. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a fini effectivement juste à temps. Donc, on a édité un livre blanc qui, en fait, consolide un certain nombre d'informations, des définitions, des témoignages, mais aussi, bien sûr, des séries d'actions pour accéder à ces marchés. Et aussi les chiffres du marché, puisque pour la première fois, avec le service études FNTP, on a tenté une mesure du marché du génie écologique. Et donc, ce livre blanc est téléchargeable. Alors, il y a un QR code sur l'écran, mais rassurez-vous, il est aussi sur 2 affiches et une autre par là-bas. Donc, voilà, on les voit juste ici. Vous n'êtes pas obligé de lever votre smartphone. Je préfère vous voir que de voir votre smartphone. Voilà. Parce qu'arriver à capter le QR code depuis ici, bravo. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Qualité de votre smartphone est très bonne, effectivement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'y connais rien en génie écologique, donc je ne vais pas pouvoir vous définir le génie écologique. Et en fait, on l'a fait avec un certain nombre d'experts métiers. Alors, la première chose qu'on montre sur le génie écologique, c'est que pour nous, aujourd'hui, en 2021, donc je parle des chiffres 2021, on est sur 2,5 milliards d'euros en montant de travaux. Moi, quand je sors ce chiffre, au début, on s'attendait autour d'1 milliard d'euros par an. On tombe sur 2,5 milliards. Je m'y attendais à un certain nombre de surprises et tout ça. Et finalement, ce qu'on me dit en réaction à ce chiffre-là, c'est d'accord, mais qu'est-ce que vous mettez dans le génie écologique en fait? Parce que sinon, évidemment, si on met beaucoup d'espaces verts et si on met plein d'autres choses, en fait, le périmètre, il veut rien dire. C'est un peu un débat qu'on connaît aujourd'hui, nous aussi, sur la Smart City. C'est que derrière ce beau mot Smart City, en fait, personne ne sait vraiment ce qu'il met derrière. Et donc, du coup, génie écologique, on est exactement sur la même problématique. La Smart City, on a cru que c'était des écrans qui vous annonçaient le nombre de places de parking libres dans votre parking. Là, le génie écologique, c'est pas que des crapauducs. Et donc, il y a un moment, ces 2,5 milliards, il a fallu les segmenter et les définir. Donc, en fait, on a travaillé sur 4 segments, ce qu'on a appelé le milieu aquatique, et vous avez la petite courbe en dessous qui vous segmente les 4 choses. Je suis désolé, c'est peut-être un peu loin par rapport à ceux qui sont dans le fond. Ah ben, il y a des écrans là-haut. Oui, il y a des écrans, c'est bien fait. C'est bien fait, effectivement, c'est bien fait. Donc, vous avez une première courbe en haut qui est le milieu aquatique, c'est toutes les interventions liées à des bassins versants, au monde aquatique. Ce qu'on a vu sur la Bièvre, typiquement, c'est dans le monde milieu aquatique, ou qui est le segment dominant. Et M. Rabier le rappelait, son entreprise intervient beaucoup sur des milieux aquatiques. C'est clairement le segment dominant. C'est clairement là qu'il y a le plus de travaux qui sont demandés. Là, je parle bien d'activités réelles. Je ne parle pas d'intention. Je parle d'appels d'offres qui ont été émis, gagnés par des entreprises et qui ont généré de la facturation des entreprises de TP. Et puis en dessous, on a un truc qui s'appelle la notion d'espace naturel, qui, vous le voyez, la courbe est en forte croissance. C'est elle qui va faire la croissance sur les 4 dernières années. Sur les 4 dernières années, depuis 2019, avant le drame, en fait, on a augmenté de 56% le marché du génie écologique. Et vous voyez que s'il n'y avait pas eu ce petit creux qu'on voit là-bas en 2020, en fait, on serait sur une pente bien meilleure que ça et encore plus forte que ça. Donc aujourd'hui, on a la moitié du marché en plus par rapport à 2019. Donc on est clairement en termes de travaux sur une extrêmement forte croissance, sachant que le milieu urbain n'est pas très fort. Sachant que dans notre étude, on a essayé de sortir l'espace vert pur. On est sur, on en discutait tout à l'heure avec M. Rabier, il n'est pas d'accord, mais sur les logiques de végétalisation, de lignes de tramway, tout ça, c'est pas du génie écologique et on comprend bien, vous avez vu que c'est à la limite. Donc effectivement, il y a encore des choses à faire pour affiner les choses et on est clairement sur un périmètre sûrement plus important que le génie écologique pur. Et puis on a en dessous, là, on a ajouté quand même nous la notion de traitement des friches, des pollutions des sols, où là il y a clairement aussi une activité qui est en belle croissance. La courbe est en bas. Portée aussi par la réglementation d'ailleurs. Et portée par la réglementation et avec effectivement une très forte croissance. Donc ça c'est le marché aujourd'hui. Le creux de 2020, je ne vous l'explique pas, mais vous voyez que la tendance quand même depuis 2019-2021, on est sur effectivement une très très forte croissance et c'est une bonne nouvelle. J'ajoute là, on ne parle que des travaux. Si je vous montrais la courbe des études, la pente est 2 fois plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études liées au génie écologique sont beaucoup plus importantes. Autrement dit, l'acteur public, le pouvoir public demande
de l'étude et demande des interventions. C'est la parfaite transition parce qu'on va parler de commande publique juste après dans l'atelier. Donc vous voyez, c'est très parfait, bien. Passons aux acteurs pour qu'on ait du temps pour les questions. Je passe aux acteurs rapidement. Alors dans les acteurs, là, ce qui nous a intéressé, c'est qui émet les appels d'offres de génie écologique et qui les gagne. Je vais rebondir en plus sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que le graphe le permet. La première partie, c'est évidemment le pôle local qui émet plus de 60% des appels d'offres de génie écologique, c'est normal. D'une manière générale, le pôle local émet plus de la moitié de la commande publique, mais c'est principalement les communes pour un tiers, les EPCI, l'intercommunalité pour un tiers, et les syndicats intercommunaux pour un tiers. Donc à peu près, c'est là que ça se passe. Et puis il y a beaucoup d'émissions liées au service de l'État, les agences de l'eau, des choses comme ça, qui vont émettre quand même pas mal de travaux là-dessus. Et puis les conseils départementaux et régionaux, qui sont aussi deux opérateurs très importants. En dessous, le petit graphe que vous avez en dessous, c'est qui gagne. Donc on a pris tous les attributaires de ces marchés, on a pris avec leur code APE identifié si ce sont des boîtes de TP, d'espaces verts ou autre chose. Et vous voyez que le marché se segmente entre des boîtes de TP et des boîtes d'espaces verts. Le TP domine par exemple dans les friches et la reconditionnement des sols, mais en fait l'espace vert va dominer sur tout ce qui est milieu naturel. Par contre le TP domine sur le milieu aquatique. Donc je comprends bien le positionnement de M. Rabier, puisqu'effectivement, sur le milieu aquatique, c'est bien les boîtes de TP qui dominent les boîtes d'espace vert. Et comme c'est le plus gros segment de marché, c'est certainement une bonne stratégie. Par contre, le milieu naturel, moi j'irais. Parce que vu la pente qu'il y a sur le milieu naturel et qu'il y a de la place à prendre auprès des entreprises d'espace vert, il y a sûrement des choses à faire aussi sur ce segment-là. Et puis pour finir, quelques petites... et pour laisser de la place aux questions, c'est ça que j'ai entendu. Tout à fait. Pour finir, alors je suis désolé, du coup là c'est vraiment petit, mais je vous invite vraiment à télécharger le livre blanc. Il y a plus de détails que les quelques minutes qu'on doit placer dans cet échange. Vous avez par type d'acheteur public, quelles sont les demandes. Et on a décomposé en fonction effectivement des intercommunalités, des communes, des services de l'État, notamment sur l'aménagement. Et là encore, on voit bien que les communes, finalement, et le milieu urbain n'aime pas la dominante. On voit bien nos conseils départementaux et régionaux qui investissent beaucoup sur les espaces naturels, ainsi que les services de l'État. Parce que les services de l'État, dans leur rôle d'aménageur, vont également beaucoup travailler sur l'aménagement des espaces naturels. Donc il y a aussi des choses à faire avec eux. Je rappelle que ça, pour les boîtes de TP qui sont nos utilisateurs aujourd'hui et les destinataires de cette étude, ce sont des clients. Je parle de clients en dessous là. Et puis en bas, presque à titre anecdotique, je vous ai sorti des segments qui sont sur les plus fortes croissances depuis 4 ans, qui ont été multipliés par 2, par 3, par 10 sur les 4 dernières années. Donc voilà, si vous êtes dans certaines régions de France, ça va un petit peu mieux que dans d'autres. On voit par exemple la région centre-est, qui est une région qui a un volume très faible, par contre une croissance phénoménale depuis 4 ans. Et la multiplie par 3 ces appels d'offres sur la génie écologique. Et contrairement à des gros poids lourds comme l'Île-de-France ou l'Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, qui eux sont assez stables dans leurs commandes, fortes mais assez stables. Ainsi que j'insiste beaucoup sur les DROMCOM. Les territoires d'outre-mer sont très demandeurs et on a une très très forte croissance sur les DROMCOM. Merci pour cette présentation efficace. Oui, vous voulez rajouter un mot, allez-y. Ouais. Est-ce que vous avez dans votre étude, vous avez identifié les surfaces en hectares couvertes par les travaux ? Alors aujourd'hui, on n'a pas les surfaces, on va avoir les valeurs des marchés qui peuvent être un élément d'envergure. Mais là, aujourd'hui, pour aller chercher les surfaces, il faudrait aller chercher dans les DCE les surfaces indexées. Et sur les quelques semaines, là, c'était pas possible. Mais le diable est dans le détail, on peut le faire. Merci à vous. Donc on a bien compris, le livre blanc, on peut le télécharger. Il y a un QR code si vous voulez en savoir plus. Merci Hervé Chevalier. Alors une première question par le biais de Biwi, donc l'outil numérique dont je vous parlais. Est-ce que vous avez des exemples de travaux en espace naturel? La question n'est pas adressée à quelqu'un en particulier, donc allez-y. Des travaux en espace naturel, il y en a plein dans les chantiers que mène le Conservatoire du Littoral sur ses propriétés. Le Conservatoire du Littoral rachète des espaces qui ont parfois été anthropisés, donc il y a de la déconstruction, de la renaturation, de la recréation de berges. Voilà, donc sur tous ces chantiers-là, vous pouvez aller voir, mais il y a vraiment des exemples types de chantiers divers et variés sur les propriétés de l'État détenues par le Conservatoire du Littoral.
D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter parce qu'on me Oui. signale qu'il n'y a plus de questions. Alors ça a peut-être été centré parce qu'on a un timing serré, mais si vous l'ajoutez l'un et l'autre quelque chose, je vais vous passer la parole en notion conclusion. de travaux en espace naturel, elle est assez large en fait. Je vais prendre. Nous, on travaille par exemple auprès du Conservatoire d'espace naturel de Nouvelle-Aquitaine. On est sur des milieux secs, donc on va dire de l'espace naturel, mais on vient recréer des mares. Donc à quel moment on passe en milieu aquatique et à quel moment on reste en espace naturel. Voilà. Mais donc effectivement, c'est des choses assez présentes. Et après, il y a d'autres entreprises en génie écologique qui interviennent sur les espaces naturels, ne serait-ce que pour réouvrir les milieux, entretenir les milieux au sens de la végétation, pour garder le maximum de biodiversité. Très bien. Quelque chose à ajouter les uns et les autres, profitez-en. Quand on parlait de milieu aquatique tout à l'heure, nous clairement, à partir du moment où il y a de l'eau qui tourne autour de l'aménagement aquatique. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les trois. Vous avez été efficaces en 30 minutes pour parler. C'est assez frustrant parce que tout au long de la journée, on parle de sujets vraiment majeurs et il faut mais donner envie. On va regarder votre livre blanc, on va s'informer un peu plus, le Centre de ressources génie écologique. Merci beaucoup.